Myriam Malle est dessinatrice et autrice de bande dessinée, particulièrement préoccupée par les questions de genre et du féminisme. On lui doit entre autres Commando culotte, les dessous du genre et de la pop culture en 2016 chez Ankama et La Ligue des superféministes en 2019 aux éditions La Ville Brûle. Elle a aussi illustré l'ouvrage d'Élise Thibault chez ce même éditeur, Les règles, quelle aventure en 2017. Mercredi 5 février 2020, Myriam Malle était à la librairie Ombre Blanche pour présenter et dédicacer son dernier album « C'est comme ça que je disparais » aux éditions La Ville Brûle. Bonsoir tout le monde, pareil, merci beaucoup d'être là. Voilà, vous connaissez Myriam Malle, sans doute, ou peut-être pas encore. Et donc, on va pouvoir faire un peu plus connaissance. Donc, le livre qui nous réunit ce soir et qui s'appelle « C'est comme ça que je disparais », c'est la première, c'est la combienième BD c'est ta troisième BD, et c'est sa première fiction. Du coup, je pense que ça peut être intéressant que tu nous parles un peu de ton parcours et puis que tu nous expliques comment tu en es arrivé à cette fiction. Bonjour, merci d'être venu. Bonsoir. Comment j'en suis ? Donc moi, j'ai commencé mon premier livre, qui est là, c'est Commando culotte, et j'ai commencé à faire de la BD en faisant de la BD didactique, en tout cas être publiée en BD en faisant de la BD didactique. Et c'est vrai que jusqu'à ce livre, même si j'avais fait, par exemple, j'ai participé à l'album Cher Corps qui est sorti l'an dernier. J'ai fait des illustrations aussi de livres, mais c'est vrai que j'étais plus connue pour ça parce que j'avais un blog donc à la base où je faisais des BD didactiques où j'expliquais en fait à la base je parlais de films et de séries sous l'angle du féminisme et puis après j'ai juste parlé de concepts féministes en général et je suis venue à ça parce que j'étais en école de BD à ce moment-là. Chose intéressante, j'ai décidé que j'allais faire de la BD pendant que j'étais à Fermat juste là-bas en prépa. Bref, après plus tard j'ai fait Saint-Luc, donc qui est une école de bande dessinée en Belgique, et j'avais des devoirs en fait d'école, des projets, etc. Et ce que je faisais pour moi, parce que forcément quand on fait de la BD, c'est différent de faire un travail d'école ou une commande plus tard quand on est professionnel et de travailler pour soi-même. Et je me suis dit ça serait cool que sur mon blog je mette des BD didactiques, et c'est ça qui a pris. Et donc après il y a eu un livre qui a été fait, puis Marianne m'a commandé La Ligue des superféministes, et même quand je faisais de la BD pour les magazines, etc., c'était toujours sur ces thèmes-là. En plus il se trouve qu'après j'ai fait une maîtrise en sociaux et en études féministes, donc je me suis aussi spécialisée un peu toute seule. Mais c'est vrai qu'à la base, je voulais vraiment faire de la fiction. Et c'est pour ça que je suis rentrée en école de BD, c'est pour ça que j'ai voulu faire de la bande dessinée. Et donc, je faisais des petits fanzines. En fait, j'habite à Montréal et il y a vraiment une scène pour le fanzina, l'auto-édition, la micro-édition qui est beaucoup plus... pas riche, mais plus accessible qu'en France. En France, ça va plus être dans les festivals. Voilà. C'est vrai qu'à Montréal, il y a carrément des festivals pour ça. Et au Québec, en fait, ailleurs. Et donc, j'ai fait beaucoup de petits fanzines qui étaient de la fiction. Et là, en fait, à la fin de 2018, on m'avait proposé un autre gros projet de BD didactique. Et moi, j'en avais trop marre. J'avais fait un fanzine, justement, qui était le début de C'est comme ça que je disparais. Et je me suis rendu compte que j'étais super malheureuse, en fait, de jamais faire mes projets, de jamais faire mes propres... j'ai eu des beaux projets, par exemple la Ligue, je l'aime beaucoup, et puis même le projet qu'on m'avait proposé, c'était hyper intéressant, mais j'étais frustrée en fait parce que je pouvais jamais développer et faire une longue fiction. Donc au final, j'ai refusé ce projet-là et j'ai présenté à la Ville Brûle C'est comme ça que je disparais, et ils m'ont dit oui, très bien, fais-le. Et donc je l'ai fait. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivée à la fiction. Et puis après, j'ai pris 1 an, 10 mois pour le faire à peu près, et puis ça a été fait, et puis maintenant il existe. Waouh! Ouais, waouh, il est vraiment super beau en effet. Et donc en fait, peut-être vous l'avez déjà lu, peut-être pas encore, mais c'est un livre du coup qui parle de beaucoup de choses. Un des sujets principaux, c'est quand même c'est la dépression. Et du coup, qu'est-ce qui t'a et t'en fais un traitement. Du coup là, on va parler de ça. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce sujet et dans le traitement qui en fait, qui est très très différent de la façon dont on peut parler de la dépression normalement? Moi, je travaille vraiment avec
pas avec ce qui m'entoure, mais disons, il y a des moments où je me dis, tiens, j'ai envie de parler de tel sujet, tiens, j'ai envie de parler de tel sujet. Ça peut être en fonction de ma vie ou de la vie de mes amis ou des choses qui se passent autour de moi, mais aussi de films, de livres. Voilà, par exemple, mes fanzines qui sont très inaccessibles parce qu'ils s'étaient tirés un tout petit nombre d'exemplaires. J'ai découvert les films d'Éric Rohmer et puis je me suis dit cool, maintenant moi aussi je vais faire des trucs sur les relations humaines. Et donc ça j'en ai fait plusieurs sur les amours non réciproques, des trucs comme ça, bref. Et puis après là, ce livre-là, c'était j'avais commencé à écrire une autre histoire sur une fin d'histoire d'amour, un truc comme ça. Je m'étais dit cool, je vais essayer de parler de ça. Puis j'avais fait 5 pages, puis ça marchait pas. Et donc, en fait, à la base, je l'ai fait pour un salon qui s'appelle Exposine, et donc qui est comme un festival de micro-édition et d'auto-édition. Donc, je me disais, bon, il faut que je le finisse pour Exposine. Et j'arrivais pas à avancer. Et à côté de ça, en fait, on parlait beaucoup de dépression. Il y avait beaucoup de... c'était quelque chose qui me touchait, dont j'avais envie de parler. Donc, mais je savais pas trop comment le faire. Et puis, il y a eu ce truc au Québec... il y a un chanteur qui est passé à... Si je parle... J'ai répété plusieurs fois cette histoire, désolée si vous l'avez déjà entendue, mais il y a un jeune chanteur qui s'appelle Hubert Lenoir qui est passé à la télévision dans une grosse émission, et puis il a dit en fait qu'à un moment, des fois, il avait le goût de se mettre en feu. Et puis tout le monde lui a dit non, mais t'es beau, t'es bon, t'es capable, t'es vraiment cool, faut pas dire ça, t'es jeune, t'as la vie devant toi. Et comme ça a été vraiment étouffé. Et avec une amie, on a parlé de ça. Et on me disait, c'est fou parce qu'il y a vraiment le fait de pas vouloir en parler, de vraiment cacher ça. C'est même pas tant que c'est honteux, c'est comme si on nous donnait, comme si on nous refilait la patate chaude, et t'es comme, oh non, que faire. Et donc voilà, et à partir de là, j'avais déjà, je pense, l'envie de parler de ça, et c'était quelque chose que vraiment, j'avais ça en tête de faire un truc dessus. Et puis après, je me suis dit... le prendre par l'angle des relations et du rapport aux autres, il me semble que c'est comme une bonne façon d'y aller. Et donc c'est pour ça. J'ai oublié le début de la question, mais c'est ça. Non, mais ça doit à peu près répondre, je pense, au début de la question. Après, il y a aussi le traitement que tu en fais qui est pas du tout... Parce qu'effectivement, souvent, les gens qui disent j'ai plus le goût de vivre, etc. Donc soit on met ça sous le tapis, comme tu dis, ça fait peur, ça peut faire peur aux gens, ou soit ça peut être détourné d'une façon très romantique, dramatique, etc. Et c'était aussi, je pense, un écueil que toi, tu voulais... Dès le départ, tu savais que c'était aussi pour éviter ça, j'imagine. C'est ça, comme j'avais vraiment pas envie que ça parle de suicide, en fait, parce que j'ai l'impression que souvent, quand on prend ça au sérieux, c'est que quand ça a une fin tragique, et donc je pense qu'il y a des gens qui ont dû très bien traiter en fait ce sujet-là, mais moi c'était vraiment pas, c'était plus justement le quotidien et le fait que on fait comme si jamais c'est pas le plus grave, eh bien c'est pas grave, tu pourrais faire un effort, voilà. Ou alors il y a cette vision hyper cliché de, là par exemple il y a la série This Is Us, je sais pas pourquoi je regarde ça, et c'est comme un truc pour faire pleurer tout le monde, et dedans il y a un des personnages qui est dépressif, et tout ce qu'il fait, c'est vraiment juste, il est couché dans son lit tout le temps, puis il fait rien, puis il est comme couché, puis là il se lave pas, puis sa femme elle lui dit lave-toi, et il dit non, et après elle lui dit viens prendre une marche en forêt, et il dit non, et après il va prendre une marche quand même, et là il est guéri. Ces antidépresseurs marchent d'un seul coup, il fallait juste qu'ils sortent et qu'ils s'exercent. Non, mais ouais, c'était... du coup, j'avais vraiment envie de sortir de ce truc-là, de montrer que c'était juste un truc de volonté, voilà, et je pense que ce que j'avais envie de montrer, c'était cette espèce de flou, en fait, dont on parle jamais, et que tout le monde qui a vécu ça ou qui connaît quelqu'un qui a vécu ça voit très bien ce que c'est, et donc c'est ça, j'avais vraiment envie de montrer ça, et donc je voulais aussi surtout en parler pour les personnes qui étaient concernées, ou les personnes qui pouvaient être touchées à côté, enfin qui connaissaient quelqu'un qui était concerné, parce que moi j'ai vraiment un parti pris dans l'art qui est j'aime vraiment pas montrer les choses violentes, je sais pas comment dire, comme je parle pas de bagarre ou quoi, parce que ça c'est vraiment fun à dessiner, mais voilà, toutes les choses traumatiques et tout ça, je pense que quand on les montre, c'est uniquement fait pour choquer les personnes qui ne connaîtront jamais ça, parce que sinon ça blesse, et c'est pour ça que par exemple quand on a du syndrome post-traumatique,
on parle de déclencheur. C'est ça, c'est vraiment quelque chose qui peut, qui pense pas du tout aux personnes qui vont être touchées directement. Et je pense qu'on n'a pas besoin en fait de montrer les choses crues pour qu'on comprenne. Donc j'avais vraiment envie de faire quelque chose qui soit délicat et doux et qui soit pas douloureux pour les personnes, et j'espère que j'ai réussi. J'ai vraiment essayé que ça soit pas une violence, quoi, que ça soit pas quelque chose qui puisse blesser, parce que c'est pas ça le but, et puis aussi parce que je trouve que c'est intéressant aussi de parler aux personnes, de parler aux personnes qui vivent ces choses-là et pas sur elles uniquement, parce que voilà. Après, effectivement, du coup, là, tu leur parles à elles, à ces personnes, et aussi, c'est une BD dans laquelle, finalement, on apprend beaucoup, beaucoup de choses. Moi, je trouve que c'est hyper fort quand t'arrives, quand on comprend que, quand t'expliques que être déprimé, être en dépression, c'est différent d'être triste. Tu parles de, cette absence d'émotion, etc. Et t'en fais et du coup, t'arrives même à en faire un traitement graphique qui est vraiment, qui est super fort, en fait. Hein. Vous verrez, il y a vraiment... une représentation de toutes les émotions, des absences d'émotions, et tu trouves des procédés vraiment très très forts graphiquement pour montrer ça, alors qu'on sait que la tristesse c'est une émotion très importante pour toi, et tu arrives à représenter même l'absence de tristesse et à rendre triste l'absence de tristesse, en fait. Merci. Mais je pense que c'est ça, pour moi c'est vrai que la tristesse c'est vraiment une émotion que j'aime. Je voulais faire aussi encore un big up à Fermat, mais j'ai oublié. Delectatio morosa, je crois que c'est ça que, en cours de latin, on parlait de ça. J'aime ça, me morfondre dans la tristesse, c'est quelque chose que... Et donc, je voulais parler aussi, et je pense pas qu'être triste, c'est forcément quelque chose de négatif, sans forcément cultiver ça et jamais en vouloir avoir d'autres émotions, mais il y a quelque chose de beau dans la tristesse, et moi, et je pense que c'est peut-être pour ça que je voulais montrer à quel point c'était douloureux l'absence de tristesse, parce qu'on ressent même plus, même si on est un peu... ouh là là, j'aime bien pleurer. Là, c'est pas du tout ça, et c'est pas. J'avais vraiment envie de montrer de montrer non, mais de parler de cette différence, et parce que c'est ça, genre c'est pas que t'es triste, c'est justement, c'est comme une émotion qui mange toutes les autres et qui est trop lourde et qui. C'est ça, et qui prend toute la place et qui efface tout. Et d'ailleurs, alors là, à chaque fois j'oublie le mot, mais quand j'ai fait ma demande de bourse pour. J'ai une bourse du CNL. J'ai un peu cherché des termes techniques à mettre pour parler de... Parce que j'ai dit que je voulais raconter un épisode dépressif majeur. C'est comme ça c'est le terme qu'on utilise médicalement. Et dedans, il parle du fait un des symptômes, c'est de plus ressentir aucune émotion, en fait. C'est le fait que tout est bloqué, et il n'y a plus de joie, il n'y a plus de tristesse, et il n'y a plus rien. Et même quand on sait qu'on vit quelque chose d'heureux ou de triste. Donc je pense que c'est ça m'avait marqué quand j'ai lu ça, parce que je pense que j'avais jamais réfléchi clairement. Pour moi, c'était juste ça qu'il fallait montrer, et bref. Ouais. Donc et c'est sûr que j'ai essayé de le traduire par le dessin, parce que c'est aussi pour ça que je fais de la bande dessinée. C'est parce que j'ai besoin des mots et des dessins pour faire passer une idée, parce que mon Dieu, si vous lisez un roman par mois ou quoi, je suis pas sûre que ça serait très bien, mais je serais peut-être un peu perdue, mais donc c'est ça. J'ai vraiment essayé de trouver un traitement graphique, de montrer avec les dessins, avec aussi les émotions des personnages. Dans les premières critiques et recensions qu'il y a sur le livre, c'est vrai que tout le monde a remarqué effectivement ce traitement super fort des émotions, des absences d'émotions, et tout le travail que tu fais sur les mains, en fait, les personnages, et les mains, c'est vraiment aussi comme le miroir de leurs émotions, quoi. Et ça devient les mains de l'héroïne, c'est comme un personnage à part entière, en fait. Hein. Elles ont leur vie à elles, qui disent tellement de choses. Et il y a des scènes où l'héroïne a plus de visage, en fait, son visage s'efface tellement elle est en train de s'absenter à elle-même, et c'est ses mains qui continuent à vivre et à dire ce qu'elle ressent. Et ça, du coup, d'où c'est venu, en fait, tout ce truc des mains. Y a une réponse officielle qui est parce que j'avais vraiment réfléchi, c'est ça, les mains, le miroir de l'âme, quand le visage peut parler. Il y a une réponse officieuse qui est: c'est ma chose préférée à dessiner. Du coup, des fois, moi j'aime ça, changer les plans et tout ça, et donc et en fait c'est comme une sorte de repos pour moi. C'est un dessin facile, et je pense en fait que je l'ai pas utilisé en mode j'ai la flemme et tout ça, mais je pense qu'il y a des moments où, en cherchant le réconfort du dessin, j'ai comme
été vers là. Et en fait, moi, c'est ça. Je pense aussi que j'aime beaucoup dessiner les mains parce que c'est effectivement quelque chose qui peut vouloir dire mille choses et dessiner les doigts qui sont un peu tordus. Et moi aussi, dans la vraie vie, je suis tout le temps en train de serrer comme ça et tout ça. Donc, j'imagine que je fais peut-être le lien. Mais c'est surtout vraiment le fun à dessiner, ça et les cheveux, je trouve. J'avoue, c'est vrai qu'on s'en rend compte. Et du coup, qu'est-ce que c'était tes inspirations en fait quand tu as commencé ce travail-là, sur quoi tu t'es appuyé en fait pour avancer là-dedans C'est vrai que moi j'ai lu beaucoup de BD, j'adore la bande dessinée, vive la BD, lisez-en, c'est vraiment trop merveilleux. Mais là, pour ce livre-là, je pense que mes inspirations c'était surtout cinématographiques. Comme je disais tout à l'heure, j'ai découvert Romer en 2016-2017 et ça a vraiment été une claque pour moi parce qu'en plus je m'étais un peu éloignée du cinéma, j'avais vraiment un dégoût de la nouvelle vague parce que pour moi la nouvelle vague c'était Jean-Luc Godard, je déteste Jean-Luc Godard. Franchement, si vous regardez Visage Village avec Agnès Varda, si vous n'avez pas envie de donner un coup de poing dans la tête après, mais non, j'aime vraiment pas Godard et j'aime pas les films de Godard et je trouvais que c'était hyper sexiste et je me disais oh la nouvelle vague c'est ça, bon. Et donc je découvre Romer et j'adore Romer et puis je connaissais Agnès Varda que j'aimais bien mais j'avais jamais vu de film d'elle. Je découvre Agnès Varda, bon j'étais hyper fan de Demi, et j'ai commencé à regarder plein de films et tout ça et en fait notamment Romer et Varda c'est vraiment les films de Romer et de Varda ont été vraiment mes inspirations. Ça a vraiment... Au revoir, c'est ma tante et ma cousine qui s'en vont. Je vous aime, bye. Elles vont voir Jojo Rabbit. Mais oui, pardon. Et en fait, c'est ça. Moi, c'est vraiment... je pense qu'il y a beaucoup d'inspiration que j'ai eues de plein de films parce que ça a été ma consommation culturelle majeure, principale de ces dernières années. J'aime pas dire consommation, mais c'est vrai que, en fait, alors, Romer, comment ça m'a inspirée, c'est vraiment ce truc de gens qui parlent entre eux, de vouloir montrer les choses un peu sans artifice et pourtant d'une façon très... je sais pas si vous avez déjà regardé des films de Romer, mais il y a quelque chose dans le dialogue que c'est hyper naturel et hyper délicat et en même temps, des fois, on dirait que les gens récitent, il y a un truc de très poétique et donc vraiment dans la façon dont... D'ailleurs, à un moment, il y a écrit 1 mois plus tard, ça c'est parce qu'il met tout le temps des petits encarts des fois comme ça pour dire deuxième partie. Et aussi sa façon de travailler où en fait il écoute juste les gens autour de lui et puis il n'écrit pas des dialogues, il écrit tout style indirect. Et ça j'étais comme oh waouh, c'est la meilleure idée. Bref. Et puis voilà, après pareil les films d'Agnès Varda et tout ça, Agnès Varda c'est comme qui j'aimerais être. Comme je suis hyper admirative de comment elle peut passer. Elle a fait du documentaire, elle a fait des films autobio, elle a fait des fictions, elle a fait des films qui mélangent un peu ça. Par exemple, Jaco de Nantes. Puis c'est ça, j'en sais que, par exemple, elle a fait un film Jaco de Nantes qui est sur l'enfance de Jacques Demy, qui était son mari, et qui mêle aussi des entrevues avec Jacques Demy qui meurt, et c'est un film sur le deuil. Et à côté de ça, elle fait Les plages d'Agnès, qui est un film autobiographique sur elle, où elle raconte un peu sa carrière, et c'est aussi un film sur le deuil, parce que c'est juste après la mort, et je trouve ça fou, comme c'est tellement... Bref, il y a tellement des choses, et à la fois c'est très social, et c'est hyper poétique, et c'est des récits, et pas tout le temps, et il y a vraiment un truc que j'admire et que j'aimerais un jour arriver à faire ça. Et c'est drôle, hier j'écoutais une émission sur une entrevue avec elle, en fait, et puis... dedans, elle parle de Cléo de 5 à 7, qui est un film que j'ai redécouvert cette année, que j'avais déjà vu, mais que j'avais beaucoup aimé. Et c'est un film super bien, c'est son premier long métrage. Et c'est en fait, on suit Cléo, qui est une jeune femme qui apprend qui attend de savoir si elle a un cancer, et on la suit pendant 2 heures, et c'est filmé en temps réel. Et puis, en fait, elle dit oui, on quitte jamais Cléo, on voit jamais ce qui se passe, on voit tout avec Cléo ou par Cléo. Et je trouve ça drôle parce que je pense que j'ai dû être du coup vraiment inspirée par elle inconsciemment parce que j'ai vraiment en fait voulu faire ça aussi, qu'on la suive tout le temps, qu'il n'y ait pas de voix off. Donc voilà, peut-être que tout simplement j'ai été hyper marquée par ça sans le savoir parce qu'on est connectés. Et peut-être que tout simplement elle va me parler dans mes rêves, ça serait mon rêve. Mais non, mais c'est ça, j'ai vraiment été... Je pense que c'est mes 2 influences majeures, voilà. Et tu as une autre influence forte, c'est le manga quand même aussi. C'est vrai, dans le dessin. On retrouve dans le dessin et dans plein de petits clins d'œil aussi. Ouais, la première, j'ai lu beaucoup de... j'ai lu des pilotes et des films... Enfin, j'ai lu Gottlieb quand j'étais petite, etc. etc. Mais
Mais après, quand j'étais plus grande, j'ai commencé à lire un peu de la BD indé de l'association parce que mon père il lisait ça. Et surtout, à 10 ans, j'ai découvert les shoujo. Donc Fruit Basket, Gals, Kimishika Iranai, parmi eux, enfin bref, il y en avait Nana, mon Dieu, mon préféré, Paradise Kiss, bref. Et c'est vraiment une influence. Et c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à dessiner. J'ai commencé à dessiner aussi avec Pokémon, donc c'était plus tôt. Mais je veux dire, les shoujo, j'en ai recopié plein. J'en faisais. Je lisais Witchmag et j'en faisais un shoujo après. Enfin, c'était. Bref. Et après, bon, je me suis éloignée de ça parce que tu comprends assez vite que c'est la honte de lire des mangas et de lire du shoujo en plus, du manga de filles pour les filles. Donc, voilà. Et c'est ça, mais là, je réembrasse ça et je trouve qu'il y a notamment au niveau des émotions qui sont quelque chose que moi, j'ai vraiment envie de montrer et de développer et de la représentation des émotions qui est super riche et je pense que c'est un genre qui est très décrié parce que c'est ça, c'est fait pour les filles, par les femmes et je pense qu'il y a plein de choses de tic en fait que j'ai réembrassé. Ouais. Et je voudrais juste, voilà... Aussi, toi, tu as vraiment une force qui est la même, je trouve, en BD didactique, où tu arrives à faire des BD hyper clairs, où on apprend plein de choses, on comprend plein de choses, et en même temps avec un vrai univers artistique, un vrai style. Alors que souvent, la BD didactique, c'est hyper mainstream, c'est très lisse, etc. Et aussi très drôle. Et là, c'est comme ça que je disparais. C'est une BD, où j'ai vraiment pleuré à la fin. C'est la première fois de ma vie que je pleure en lisant une BD, je pense. Et en même temps, c'est aussi, il y a aussi beaucoup de blagues, beaucoup d'humour. Et voilà, est-ce que toi, c'est un truc auquel tu réfléchis ou ça vient naturellement, dans un sujet comme ça, tu vois, c'est étonnant non, c'est juste ça. Que je suis vraiment très très drôle. Du coup, c'est plus fort que toi, en fait. C'est plus fort que moi. Non, mais c'est aussi, je pense que j'aime ça, les blagues, et j'aime ça faire des blagues, et donc pour moi, c'était important d'en mettre. Et je pense aussi que d'une autre façon, je pense qu'on peut rire même quand on est en dépression, et je pense que justement cette idée que si des fois tu rigoles, ça veut pas dire que t'es guéri, ça veut pas dire que tu fais semblant, ça veut pas dire... Et je voulais aussi montrer que c'est ça. Il y a un article qui est sorti il y a pas très longtemps, je pense, en anglais, et qui parlait de la sensation de toujours flotter et de couler un peu et de flotter et de tout le temps être en train de nager pour surnager, en fait. Et je pense que c'était vraiment ça. C'est vraiment une très bonne description, et c'est ça, t'es pas tout le temps au fond du trou en train de pleurer. Il y a aussi des moments qui peuvent être plus légers, c'est juste que la chute est plus... c'est ça. Et notamment, justement, quand tu vas très mal et qu'après tu vas très bien et que tu as l'impression d'aller encore plus mal, très bien, non, que tu vas un peu mieux, ça fait vraiment... Et puis même, c'est ça, la vie s'arrête pas, on est dans une société qui nous permet pas de nous arrêter, et je pense que c'était aussi ça que je voulais montrer. Puis aussi, c'est ça, les blagues, c'est quand même bien. Ça ponctue un peu... Et il y a aussi quelque chose de super intéressant dans le livre, je trouve, c'est que du coup, on suit tout le temps l'héroïne, son groupe d'amis. Il y a un groupe de personnages qui sont tous très très forts en fait. Ils ont tous une vraie identité, etc. Et surtout, ce groupe de gens-là, ils sont pas du tout hors sol en fait. À la fois, tu vas très loin dans leurs émotions, dans leur psychisme, etc. Et en même temps, ça dit plein de choses du monde réel, de l'économie, de la précarité, de ce que c'est qu'être des jeunes travailleurs intellectuels dans le milieu de la culture en étant hyper précaires. Et il y a aussi plein de choses de toi, de toutes tes petites obsessions personnelles dont tu vas pouvoir nous parler. Et voilà, donc en fait, c'est pas... c'est à la fois très très réel, en fait, c'est très concret, quoi. Oui, mais moi, j'avoue que c'était important pour moi de montrer que ses amis, c'était pas des mauvaises personnes, que c'était pas oh la pauvre, elle souffre et les autres refusent de voir qu'elle souffre et ils comprennent rien. Et je pense qu'en fait, tout le monde, j'avais vraiment envie de pas faire une personnage gentille, des personnages méchants, un autre personnage gentil. Comme pour moi, c'était plus montrer le fait qu'on parle jamais de ça. Et de ces sujets-là, ça fait que aussi on ne sait pas comment réagir, on ne sait pas s'il faut être brusque, on ne sait pas si au contraire il faut être super mielleux, est-ce qu'il faut prendre des pincettes, est-ce qu'il faut, bref, ou juste ignorer ça, ou juste les gens qui veulent pas forcément rentrer dedans et qui vont dire comme
désolée. Et qui vont changer de sujet, mais c'est juste, voilà, j'avais vraiment pas envie de montrer des méchants, des gentils. J'avais aussi de faire des portraits de groupes sociaux. Il y en a peut-être qui sont dépeints d'une façon un peu moins tendre que d'autres, mais voilà. Et donc c'est ça. Et puis oui, mettre des petites obsessions, mais ça, je pense que c'est aussi parce que j'aime j'aime beaucoup les dialogues bien écrits, c'est vraiment mon obsession, ça, et le fait que les mains soient bien dans le bon sens, là, genre ça j'aime bien. Mais c'est mon truc, c'est vraiment, j'ai du mal avec quand un dialogue a l'air faux. Je sais pas comment dire, parce que ça veut pas dire qu'un dialogue doit avoir l'air oral forcément. Ça peut être je parlais de Romer tout à l'heure, c'est ça, hein, ça peut être vraiment très écrit et très. Mais il y a un truc que j'aime bien, que le dialogue soit bien fait. Et donc là, j'avais envie de faire ça, et j'ai l'impression que pour moi, c'est aussi ancrer ça dans la réalité, dans l'oralité, dans la façon de parler, dans les choses qu'on va aller chercher, voilà. Et ça. Là, je parle des dialogues, mais pour moi, ça a aussi le fait que, par exemple, elle écoute Mitski, ou qui est une chanteuse que j'adore, ou qu'elle regarde Shrek, qui est un feel-good movie. Je pense que c'est des choses qui sont qui permettent d'ancrer l'histoire tout entière dans quelque chose d'un peu de vraisemblance, comme disait Aristote dans la poétique. Je le sais car j'ai fait études théâtrales. Il y a autre chose de très concret et qui est super présent, enfin, et même qui est de plus en plus présent dans la BD au fur et à mesure qu'on avance, c'est les réseaux sociaux, les téléphones, toute cette communication-là. En fait, il y a une des journalistes qui notait qu'en fait, plus l'héroïne... Elle se perd à elle-même, enfin plus elle se renferme sur elle-même, plus il y a toutes ces fenêtres qui s'ouvrent, ces fenêtres virtuelles, et qui prennent de plus en plus de place. Il y a même une double page que de ça, que d'écran de téléphone, etc. Et ça, c'est toujours quand même très, très présent dans ton travail, mais là, encore plus, quoi. Ouais, mais après, je pense que c'est... désolée, j'ai parlé vraiment fort dans le micro. J'ai pas envie, j'ai fait une interview et on m'a dit est-ce que c'est une critique des réseaux sociaux, est-ce que tu voulais vraiment, mais moi en plus les réseaux sociaux, par exemple Instagram, je l'utilise comme artiste, donc elle me disait est-ce que c'est le truc de voir la vie parfaite, et c'est vrai que moi je suis juste des gens qui font des dessins pratiquement Bill de Tokyo Hotel et non, et aussi d'autres, mais c'est vrai que je voulais pas faire une critique. Pour moi, c'était juste en parler parce que ça fait partie de notre vie. Je pense que les réseaux sociaux, ça peut être dangereux et mauvais et tout ça. Mais moi, j'avais surtout envie de montrer ça comme un moyen de communication et un moyen d'information, comme c'est devenu. Parce que je pense que maintenant, on se texte beaucoup, on regarde beaucoup Instagram quand on est sur notre canapé, on check... Mais on parle par Messenger. Comme pour moi, c'était plus une façon de créer du dialogue ou du non-dialogue et de la solitude, mais pas dans le sens c'est à cause des réseaux sociaux, mais plus c'est sûr que si t'es tout seul chez toi, tu vas peut-être passer plus de temps à scroller sur Instagram que je sais pas, bref. Et c'est une façon de perdre son temps, je pense, aujourd'hui, et pas que perdre son temps, mais c'était plus comme ça que je voulais montrer, comme quelque chose qui fait partie de notre vie maintenant. Et je pense que c'est présent effectivement dans beaucoup de mes autres fanzines, mais c'est parce que moi, j'ai eu mon premier téléphone portable en 3e et je pense que j'ai communiqué par SMS à 13 ans, du coup. Et bref, et depuis, il y a un truc que c'est une façon de communiquer, une façon ouais. Puis là, c'est quelqu'un qui a à peu près mon âge, donc c'est sûr que les gens autour de moi font... C'était plus dans ce sens-là. Je pense pas que je serais qualifiée pour faire une critique intéressante des réseaux sociaux. Surtout que là, loin d'être une critique, même c'est quasi, en fait, il y a un moment où quand elle va vraiment pas bien, c'est son seul moyen de communiquer avec les autres, hein, de toute façon. Donc, et tu le fais super bien, vous verrez, il y a même des vraies fautes d'orthographe dans des conversations sur des forums, etc. Donc c'est extrêmement réaliste là aussi. Et alors, comme c'était ta première fiction, il y a aussi, plein de choses, je pense, à dire sur le style de dessin. Et aussi, peut-être tu peux me dire comment tu as travaillé. En fait, c'était la première fois que tu te retrouvais, parce que même si tu as fait plein de fiction dans des fanzines, c'est très court. Et comment tu as fait pour... tu es comme devant une montagne et tu dis, par où tu es passé pour arriver en haut de cette montagne-là, quoi, en fait. Moi, quand j'ai sorti mon premier livre, la première critique que j'ai eue de toute ma vie sur une BD, c'était 4 paragraphes, dont 2 paragraphes pour dire qu'il fallait que j'arrête de dessiner.
Et parce que c'est sûr qu'avec Commando Culotte, je commençais à dessiner dans une certaine direction parce que moi j'aimais bien les choses qui étaient un peu cassées, et surtout quand tu fais de la BD didactique, je trouve que ça marche mieux quand c'est très exagéré, quand qu'il y a vraiment quelque chose de peut-être un peu plus grotesque et pas au sens négatif, au sens et puis je me cherchais vachement, et donc on m'a tellement dit dans ma carrière, ma courte carrière, que je dessinais mal, que forcément c'est un truc qui me touche, parce que moi j'ai mon dessin que je faisais dans Commando Culotte, il était hyper différent de comme je faisais des BD à l'Écoline pour Saint-Luc, enfin à l'école où j'étais, enfin c'était vraiment pas du tout la même façon de dessiner, mais on voyait juste ça parce que c'était ma vitrine. Et c'est ça qu'on retenait, et on m'a toujours dit que... En fait, c'était aussi qu'on me disait que je ne savais pas dessiner. Donc, j'ai pris à cœur, très au sérieux, la forme aussi, parce que moi, c'est ça, comme je disais, je trouve que la BD, c'est super intéressant, c'est un super médium qui est un peu souvent réduit à un truc pour bébé, pour enfants, et moi, je trouvais ça... moi, j'ai toujours trouvé hyper intéressant de voir comment la forme rejoignait le fond. Par exemple, une de mes BD préférées, c'est Daddy's Girl de Debbie Dreschler. Bon, c'est une BD qui est très, très difficile, ça parle d'inceste. Et c'est vraiment une BD qui est très dure, donc elle est souvent citée quand les gens disent oui, la BD c'est pour enfants. Non, regardez, avec Black Hole de Charles Burns. Bref, en tout cas, tout ça pour dire. Cette BD-là, elle m'avait beaucoup marquée parce que dans le dessin, en fait, maintenant, elle est illustratrice. Elle a fait 2 BD, Summer of Love et Daddy's Girl. D'abord Daddy's Girl, et les deux parlent de ça. Et maintenant, elle est juste illustratrice. Et quand on regarde son travail, c'est des petits enfants trop mignons, tout en couleurs, sous des arbres et tout. Et ces BD, c'est hyper noir. C'est un trait qui est très... il y a très peu de blanc. C'est vraiment un peu étouffant. Et il y a vraiment un truc comme... la forme sert le fond. Et je pense que je me suis dit, ah oui, c'est important en BD que ça marche comme ça. Et la plupart des BD marchent comme ça. Hein, je suis pas en train de dire... Il y a juste elle, bref. Et donc... j'ai beaucoup travaillé ça, et notamment quand j'étais à Saint-Luc, donc l'école de BD que j'ai faite, on travaillait, en fait, en gros, on avait 2 mois pour faire un projet, et on passait 1 mois et demi à faire le storyboard, et ensuite 2 semaines à faire le dessin final. Sauf que ça fait que tu passes 3000 ans à faire tes crayonnés, et ton dessin final, t'es forcément déçu parce que tu vas vite, puis en plus, tu dois repasser un truc que t'as... Bref. Et j'arrivais pas, j'aimais jamais mes dessins, j'ai trouvé trop figé, et à mon jury de fin d'année, il y a Fanny Michaelis, qui est une autrice de BD vraiment cool, qui m'a dit... Ah bah, fais juste pas de storyboard. Et je pense qu'elle m'a oublié complètement depuis. Je sais pas mais moi, elle a fait ça. J'étais comme, oh my god, c'est tellement la meilleure idée. Et quand j'ai commencé à faire du fanzine, après ça, ma règle, c'était jamais de storyboard. Et puis au bout d'un moment, au bout de, je pense, 4 fanzines, 5, bref, je me suis dit, ok, maintenant stop. Je vois ce que ça m'a apporté. Je vois aussi les défauts que ça entraîne. Certains dessins sont ratés, certains trucs, voilà. Et je suis repassée à un storyboard beaucoup. En fait, je fais un crayonné très léger qui va vraiment juste servir à placer mes personnages, placer les bulles, que juste je ne sois pas perdue, et que je ne me retrouve pas à devoir caler un truc dans un coin, bref. Et je ne sais pas pourquoi je développe tout ça, mais juste pour dire que j'ai beaucoup travaillé mon dessin avant d'arriver à ici, et je voulais vraiment un dessin qui fit avec le livre que je voulais faire, en fait, avec l'histoire, et je voulais vraiment que ce soit quelque chose qui soit esthétique, et enfin un peu plus esthétique que ce que je fais quand je fais de la BD didactique, quelque chose d'un peu poétique, d'un peu avec beaucoup de noir très très intense, qui prennent une certaine place en fonction de... Voilà, donc c'est ça. J'ai vraiment travaillé mon dessin pour qu'il serve l'histoire, et j'espère que ça marche, et que c'est pas... Maintenant, il y a toujours... Je l'ouvre et je suis comme... Ah non. Et je pense que c'est un peu dur de passer cette étape-là et d'être content avec son dessin pour toujours. Et donc, tu n'as pas fait de storyboard, mais comment tu as travaillé J'ai oublié mon carnet. Oh non, c'est pas possible. Oh non. Je faisais un trop bon lancement et tout. Parce que j'ai travaillé avec un carnet, je l'ai avec moi tout le temps parce que je travaille maintenant, j'ai décidé de continuer à travailler comme ça. Bon, bah, j'ai oublié, super, mais vous pouvez voir sur mon Instagram, j'avais fait une story permanente qui montre ça. Bref, on s'en fiche. Mais en fait, justement, je travaillais un peu éparpillée, et moi, j'écris en fait des petites phrases avec qu'est-ce qui se passe dans la scène, telle scène, Clara est dans sa chambre, elle regarde son téléphone, voilà, et j'écris... Par exemple, c'est souvent 2 lignes, et en fait, en 2 lignes, il peut y avoir 2 pages, quoi, parce que juste des mots-clés qui vont me rappeler qu'est-ce que je voulais dire. Je travaille aussi sur mon téléphone, genre j'ai un fichier de notes où je note des idées quand j'en ai.
Et puis j'ai vraiment travaillé sur un carnet en faisant genre un espèce de plan de l'histoire déroulé séquentiel, avec des pages où j'écrivais juste des idées comme peut-être cette scène-là, il pourrait se passer ça, et quand j'arrive à la scène, là je me décide. Mais oui, j'ai vraiment... c'est ça, j'ai vraiment essayé de m'organiser un peu plus, et aussi parce que j'avais vraiment... Un truc qui... J'arrête pas de dire vraiment. Un truc qui est difficile quand on est travailleur autonome, en fait, je pense en général quand on est artiste, c'est vraiment d'avoir l'impression d'avoir fait quelque chose dans sa journée. On est tout le temps en train de se dire non, j'ai rien foutu aujourd'hui, nanana. Et là, comme ça, j'avais un truc où je cochais chaque page que je crayonnais, chaque page que je dessinais, chaque page qui était scannée, et je voyais vraiment, en fait, j'ai l'impression d'avoir rien fait aujourd'hui, mais j'ai quand même crayonné 4 pages, et c'est quand même pas mal, et voilà. Donc c'était très bien, et c'était vraiment un outil que j'ai aimé, parce qu'en plus, je pouvais vraiment... sur certaines pages, c'est ça, je notais des trucs pour revenir plus tard, et puis je faisais des espèces de trucs genre je les entourais d'une certaine couleur pour me dire, ah oui, ça c'est une idée, ça c'est... Donc, et aussi, j'ai fait des choses dont je suis quand même bien contente, c'est que j'avais dessiné les plans des appartements, le plan du bureau où elle travaille, les vêtements qu'elle porte à certains moments, pour me dire comment elle est habillée déjà là, pour pas genre que d'un seul coup il y a une 3e porte qui apparaisse dans son appart. Bref, je sais pas si c'est très intéressant, mais... Si, moi je trouve ça vachement intéressant, parce qu'en fait c'est exactement comme ça qu'on travaille en pré-production d'un film. Ça veut dire que les chefs déco, ils font tous les plans, etc. Les costumiers, ils font des fiches de vêtements, et donc on voit que même dans la préparation, en fait, tu as travaillé vraiment comme à construire un film, sauf que peut-être tu n'avais pas de scénario finalisé, en fait. Mais à part ça ressemblait vraiment. Eh bien, très cool, merci. Et alors, je suis désolée parce que j'ai pas l'heure, et je sais pas si quelqu'un peut me dire l'heure, parce que peut-être on va vous laisser. Pardon ? Ah oui, d'accord. Donc, effectivement, sauf si toi tu veux dire quelque chose dont on n'a pas parlé et que tu trouves important de dire, ou peut-être tu nous dis ce que c'est tes projets. On finit là-dessus, et comme ça après on peut vous laisser la parole pour des questions. Oui, mes projets, là, je sais pas. On parlait dans le train de peut-être faire une BD pour la jeunesse sur une mini-vampire. Non, ça a une tête... Une mini-vampire végane. Oui. Non, j'avais envie de faire c'est ça, j'avais fait un petit personnage qui s'appelait Mini-Vampire, et puis Marianne m'a proposé de faire une petite BD jeunesse, et j'avoue qu'avec la Ligue, ce qui était trop cool, c'était de découvrir le public des enfants et des jeunes ados qui sont trop bien. Vraiment super bien, trop mignons, super agréable de discuter avec eux. Donc voilà, ça m'a donné envie de faire aussi une BD histoire pour eux, parce que voilà. Et puis moi, j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup faire une autre fiction, et là, je suis juste en train de réfléchir. Je suis vraiment au stade où je suis comme, ok, le clip de Cool de Gwen Stefani, très bien. Faire une BD à partir de ça, comment ? Et ouais, c'est ça. J'ai vraiment peut-être. En fait, j'aimerais ça faire un truc un peu plus léger, mais justement, j'ai l'impression qu'il me manque un sujet plus sociale, genre on dirait que je suis perdue, mais non, elle peut pas être perdue quand elle peut pas parler d'un sujet de société, c'est pas ça, c'est plus j'ai l'impression que pour l'instant l'idée que j'ai est pas assez ancrée dans j'ai pas assez créé le contexte autour pour voilà, mais j'aimerais vraiment ça, faire une autre BD de fiction, parce que c'était trop bien. J'ai vraiment aimé travailler sur ça. C'était tellement cool de me dire, ok, il faut que je rejoigne ces 2 scènes. Comment faire ? Et c'était pas genre, oh oui, mon Dieu, c'est ça. C'était vraiment un travail où j'étais devant ma table et que je pensais à certaines possibilités. Puis je parlais avec ma coloc qui fait de la BD aussi, et je disais, ok, est-ce que tu penses que ça c'est un bon truc ? Comment on pourrait régler ça ? Et j'ai vraiment trop aimé. C'était hyper le fun. Donc voilà. Parce que c'est un truc de pouvoir aussi. Ça veut dire que quand tu fais une fiction, c'est toi qui as le pouvoir de faire ce que tu veux avec tes persos quand même. C'est ça. Donc, c'est comme les Sims, mais c'est moi qui dois dessiner les personnages. C'est exactement ça. Super. Écoutez, merci d'être venu en tout cas. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter à l'instant Myrion Mal, autrice de C'est comme ça que je disparais, album de bande dessinée paru aux éditions La Ville Brûle, à la librairie Ombre Blanche, le 5 février 2020.